13h au FM 103.3, vous écoutez Planète Business avec Geneviève Desautels et Stéphane Slogar. Si jamais vous ne l'aviez pas reconnu, ce qui m'étonnerait beaucoup, c'était Éric Lapointe et les Boys avec son énergie légendaire. Nous voici rendus à notre invité, Geneviève. J'ai tellement hâte. Émilie Pelletier, donc ça fait plus de 10 ans que moi, je me rappelle d'avoir connu Émilie, puis elle parlait de marketing RH. Puis à l'époque, je me disais... Marketing, RH, c'est deux fonctions différentes dans l'organisation, mais de les jumeler. Puis elle et son associé, donc Didier Dubois, qui nous écoute en Facebook Live. Donc, bonjour Didier. Bonjour. Eux autres ont dit oui, on ose parler de marketing en RH. Alors, je suis extrêmement contente de te recevoir. Bonjour Émilie Pelletier. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est super agréable d'être avec vous aujourd'hui. Bienvenue à Planète Business et félicitations pour cette audace que vous avez mise de l'avant il y a déjà quelques années. Merci beaucoup. Effectivement, quand on est arrivé, maintenant presque 13 ans, avec cette idée-là de vraiment mixer le marketing avec les ressources humaines, on s'est fait regarder un peu croche au départ, mais nous, on avait vu les statistiques qui s'en venaient, la pénurie de main-d'œuvre qui s'en venait, puis on s'est dit, il faut trouver une façon d'aider les organisations à passer à travers ces différentes vagues-là. Et effectivement, je suis même retournée à l'école pour faire ma maîtrise en marketing, donc à HEC Montréal. Et quand je leur ai parlé de ça, ils me regardaient, mais vraiment en voulant dire de quoi tu nous parles, c'est quoi ça? Juste pour la petite anecdote, mon mémoire de maîtrise a été évalué par la suite par un professeur du département de ressources humaines et eux avaient compris c'était quoi la valeur ajoutée. Là. Et dis-moi, Émilie, il y a combien d'années de cela? C'était en 2008. Vous étiez quand même précurseur. Vous êtes précurseur toujours. Et surtout visionnaire, c'est ça. Hein? Alors, j'ai envie de t'amener justement dans cette vision-là, dire dans ta boule de cristal, là, est-ce que tu vois des solutions à la pénurie de main-d'œuvre? Parce que tout le monde nous en parle ici, mais on en entend aussi partout parler. Est-ce que le marketing RH peut aider à solutionner de façon durable les enjeux de pénurie de main-d'œuvre? Je dirais que le marketing RH est une portion de la solution. Il y a plusieurs solutions qu'on peut mettre en pratique. La première que j'ai envie de discuter avec vous ce matin, c'est vraiment l'expérience employée. Parce que c'est important de s'assurer, avant d'attirer des nouveaux employés, qu'on est capable de fidéliser ceux qu'on a. Et quand tu parles d'expérience employée, que veux-tu dire exactement? Alors, c'est autant le style de gestion qu'on va avoir au sein de l'organisation, que les processus RH qu'on va mettre en place, que l'environnement qu'on va offrir aussi à, à nos employés. Fait que c'est comme l'expérience client, mais appliquée directement aux employés. Okay. Tout à fait. Donc, c'est important qu'elle soit positive, qu'elle soit distinctive aussi. Puis, je vous le cacherai pas, après ça, on va aller l'utiliser en marketing RH et donc en marque employeur pour attirer aussi de la main-d'œuvre. Mais c'est vraiment important de se poser la question, c'est quoi les besoins de mes employés? Est-ce que je suis capable de répondre et de combler ces besoins-là pour que, justement, ils soient plus heureux et plus performants aussi et qu'en bout de ligne, ils soient fidélisés à l'organisation? Donc, vous l'avez, je m'excuse, Geneviève, vous l'avez défini en marketing parce que c'est des éléments de vente. C'est pour ça que vous l'avez mis comme ça, En non? fait, à ce niveau-ci, on parle vraiment de l'expérience employée. D'accord. Donc, on va plutôt utiliser du marketing RH interne à ce niveau-là pour justement faire la promotion de ce qu'on a à offrir à nos employés, de leur faire vivre aussi au quotidien, puis de mettre en place une culture organisationnelle qui soit forte et qui soit basée aussi sur des valeurs. Et ça, c'est essentiel. C'est pas de la publicité pour de la publicité. Au contraire, ça émane vraiment des ressources humaines et c'est important de mettre l'emphase là-dessus et de se dire, qui on est, nous, et comment on est capable de valoriser et d'en faire une force. Et par rapport à cet élément-là, si on va du côté employeur maintenant, quand tu parles de volet marketing employeur... C'est le deuxième volet, effectivement. Okay. Donc, le deuxième volet, c'est tout ce qui gravite autour des éléments un peu plus de vente, donc d'attraction de main-d'œuvre. Donc, la marque employeur, c'est important de se poser la question, qu'est-ce que j'ai à valoriser au sein de mon organisation, de structurer cet argumentaire-là pour s'assurer par la suite d'avoir une cohérence par rapport aux différents messages qui sont envoyés sur le marché. À l'heure actuelle, on le sait, avec l'avenue des réseaux sociaux, j'aurais beau, en tant qu'organisation, me positionner, envoyer un message. Si un candidat est intéressé à venir travailler chez nous et qui parle à un de mes employés puis qui lui dit « Non, c'est pas du tout la réalité de ce que je vis au sein de mon organisation », c'est un coup d'épée dans l'eau, on s'entend. Donc, c'est de s'assurer de cette cohérence-là à travers le message, autant au niveau de notre expérience employée, et on
va aller la valoriser par la suite vers l'externe pour attirer des candidats qui vont se reconnaître à l'intérieur de cette culture, de ces valeurs-là, et qui vont avoir le goût de se joindre à nos équipes. Dis-moi, Émilie, est-ce que cette compétence-là, ou ce que vous mettez de l'avant, autant du côté employeur que du côté de l'employé, vous l'exploitez à même l'entreprise EasyBox ou HRM Group? Non, c'est vraiment à travers HRM Group. OK. Oui, c'est vraiment à travers toutes les stratégies qu'on a développées au niveau de l'expérience employée et du marketing RH, là, qu'on va venir aider les entreprises autant à solidifier leur culture organisationnelle, leur expérience employée, qu'à développer finalement leur stratégie d'attraction par la suite. Donc, vous avez un processus qui fait en sorte qu'on y arrive. Tout à fait. En OK. fait, c'est un processus qu'on a développé avec Denis Morin de l'UQAM. OK. Et donc, il y a vraiment trois phases à travers lesquelles on va passer. Et la première est un peu plus longue, mais pour nous, elle est essentielle, c'est d'aller parler aux employés. Donc, autant on va passer avec un sondage, des groupes de discussion, même des entrevues. On va parler aussi à la haute direction, savoir où est-ce qu'ils veulent s'enligner. Et on va regarder un peu qu'est-ce qui se passe sur le marché pour connaître l'environnement, pour identifier c'est quoi le meilleur positionnement employeur. Donc, moi, en tant qu'individu, en tant qu'entreprise, excusez-moi, comment je veux me positionner sur le marché? On regarde toujours ce qui se fait ailleurs, mais c'est pas pour faire de la surenchère. C'est plutôt pour se dire, les autres entreprises, c'est comme ça qu'elles se positionnent. Ils vont attirer des gens qui vont être bien chez eux. Moi, en tant qu'entreprise, comment je me distingue? C'est quoi ma couleur? C'est quoi mes éléments qui me caractérisent? Et je vais attirer les gens qui vont être bien chez nous. Mais pour ça, il faut faire l'exercice et il faut passer à travers différentes étapes. Évidemment, le temps avance. Là, tu nous as parlé de 2 solutions potentielles. La troisième, ça serait quoi? Cibler les bons candidats. Hein? Souvent, on a toujours les mêmes réflexes. On essaye toujours de trouver le candidat parfait qui va répondre aux 36 critères du profil parfait qu'on recherche. Aujourd'hui, dans un marché en pénurie, on ne peut plus rester campé dans ces 36 critères-là. Il faut se re-questionner les profils qu'on recherche et ouvrir aussi nos horizons. Il y a plein d'organismes à l'heure actuelle qui peuvent donner des coups de main, que ce soit des gens qui ont des handicaps, qui veulent placer, par exemple, des nouveaux arrivants au Québec, que ce soit aussi des jeunes retraités qui sont un bassin hyper intéressant, qui sont pas prêts, ils sont encore en forme, nos retraités, puis ils ont encore envie d'être actifs avec quelques ajustements, bien évidemment, mais qui sont encore tous là et qui ont le goût aussi là, de participer à la vie active. Là. Donc, une grande créativité au niveau du recrutement, c'est ce que vous suggérez? Tout à fait. Je pense qu'on mise beaucoup à l'heure actuelle sur toutes les plateformes et toute la place publique sur l'immigration. Je pense que c'est pas l'unique solution. Il y en a beaucoup plus que ça. Donc, il en resterait 2 si Oui, on suit c'est le compte. Alors, le quatrième, ce serait de reconsidérer finalement une réorganisation interne. Quand on parle de réorganisation interne, il y a 2 volets à ça. Il y a vraiment de se poser la question, est-ce qu'il y a des tâches qu'on ne pourrait pas léguer finalement à d'autres professionnels. Des fois, ça peut être très stimulant pour eux, puis ça peut être très motivant. On le voit surtout au niveau de la santé à l'heure actuelle, où on voit effectivement qu'il y a des tâches qui sont remises à différents professionnels. Donc, ça peut être une façon de faire, ou on peut amener aussi la mécanisation des tâches ou d'aide à la tâche. La mécanisation, peux-tu nous préciser ce que c'est? Tout à fait. Alors, ce n'est pas nécessairement une solution qu'on préconise. Mais dans le cas de l'aide à la tâche, par exemple, on a de plus en plus l'utilisation d'exosquelettes. Vous savez, c'est ces espèces de sacs à dos qu'on met sur notre dos et qui nous permet de décupler de force. Si de par le passé, ça avait l'air très science-fiction 2050, aujourd'hui, on se rend compte que c'est beaucoup plus accessible. Il y a des modèles à partir de 5 000 à 6 000 $, ce qui nous permet que, par exemple, quand on a besoin de combler un poste où on a besoin d'une force physique, bien, en ayant justement ces fameux sacs à dos-là, on s'ouvre un bassin qui est beaucoup plus large et on peut retrouver des femmes qui auparavant ne pouvaient pas faire le même travail, des gens qui étaient en fin de carrière qui n'avaient plus la force physique de pouvoir faire ce travail-là également. Donc, je pense que ça peut être vraiment intéressant de s'ouvrir, de penser un peu en dehors de la boîte et de voir toutes les solutions possibles. Oui, puis travailler au développement des compétences qui vont nécessairement évoluer si je mets, évidemment, soit de la technologie
ou de l'innovation, bien, et de toujours penser que c'en est une façon justement de fidéliser, parce que tu me disais, hors d'onde, que pour toi, il y a une belle et grande différence entre fidéliser puis retenir. Je déteste le terme retenir. Ça me scille dans les oreilles à chaque fois. Je fais toujours la comparaison en conférence avec un couple. On se demande toujours, est-ce que je veux fidéliser ou retenir mon conjoint ou ma conjointe? Hein? On veut bien évidemment fidéliser parce qu'il y a un attachement émotionnel, il y a une motivation, il y a une raison première pour laquelle on veut s'investir dans le couple, etc. Et moi, je veux toujours, au sein des organisations que j'accompagne, travailler sur cette notion d'attachement-là, de motivation. Donc, la fidélisation, pour moi, est essentielle. Retenir, là, c'est vraiment quand on n'a pas le choix puis qu'on met tout en place pour retenir l'employé. Mais habituellement, quand l'employé a pris la décision de partir dans les 6 mois à 1 an à venir, ça tient pas. Ça tiendra pas. Il va finir par partir. Il nous reste à peine 2 minutes, Émilie, la 5e. Bien, la 5e, ça serait l'extension de la vie professionnelle. Hein? On le voit de plus en plus dans les organisations de se poser la question comment on peut garder finalement nos jeunes retraités plus longtemps au sein de l'organisation. C'est aussi gagnant pour eux que pour l'organisation. Ils connaissent déjà bien la culture de l'organisation, ils connaissent bien leur métier, donc de les positionner dans des rôles où ils peuvent faire, par exemple, l'accueil, l'intégration ou la formation de nouveaux employés, de les mettre sur des équipes volantes, sur des projets spéciaux. Il y a des choses qui peuvent être très, très, très mobilisantes pour eux et qui peuvent être vraiment très intéressantes également pour l'organisation. En tout cas, à la lumière de ce qu'on a entendu, je pense que la communication entre les gens est indispensable pour pouvoir réaliser ces belles solutions-là. Hein? Complètement, mais il faut aussi avoir... il faut vraiment, en tant qu'organisation, se re-questionner puis essayer d'ouvrir justement nos horizons puis de penser en dehors de la boîte. Donc, en terminant, Émilie Pelletier de HRM Group, est-ce que tu peux nous donner le site Internet s'il y a des gens à l'écoute qui seraient intéressés? Alors hrmgroup.com, tout simplement, pour nous retrouver. Bien, merci beaucoup. Mais oui, mais moi, je voulais, en terminant, que tu parles de Facteur H, parce que ça, j'ai envie de dire, c'est accessible à tous, c'est gratuit, c'est une plateforme sur laquelle toi, tu as choisi avec Didier de réunir une gang d'experts. Tout à fait. On fait beaucoup de conférences un peu partout à travers la francophonie et on s'est dit, mais mon Dieu, il y a donc bien de l'expertise extraordinaire en français. On a toujours de la difficulté à trouver ou avoir accès à cette expertise-là. Donc, on a fait un hub d'information. Donc, c'est un magazine en ligne complètement gratuit, facteurh.com, une publication par mois. Donc, je vous invite effectivement, à venir et le lien est déjà sur la page Facebook du FM 103.3. Merci énormément, beaucoup. Émilie. Merci à vous deux. Bonne à journée. bientôt.